Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce mercredi 30 avril. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Des voleurs sévissent sur le lagon de Punaauia. Ils ont en ligne de mire les moteurs des annexes de voiliers. Les plaisanciers en ont ras-le-bol. La gendarmerie a ouvert une enquête. Le gouvernement a l'intention de s'attaquer au phénomène du vapotage chez les jeunes Polynésiens. Les puffs se sont banalisés et c'est un vrai problème de santé publique. 57% des moins de 16 ans en ont déjà inhalé. Les enjeux de financement du secteur privé en Polynésie française, c'était le thème du séminaire organisé aujourd'hui par la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer. Hervé Mariton, son président, est avec nous en plateau pour parler des perspectives économiques pour le Fénois et des restitutions. Ces 3 derniers mois, l'émissaire de la station d'épuration de Punaauia a cassé à 4 reprises. Conséquence, une pollution chronique et des interdictions de baignade très contraignantes dans la zone de Taapuna. Merci d'être avec nous. Depuis le mois de décembre, une dizaine d'annexes de voiliers ont été volées. Ce qui intéresse les malfrats, ce sont les moteurs. Preuve que le lagon aussi n'est pas épargné par la délinquance. Les propriétaires inquiets investissent dans des chaînes et des cadenas toujours plus gros et plus solides. On fait le point avec Mélissa Chang et Sandro Lee. Luc est découragé. Il a été victime de vol de son annexe de voilier à 2 reprises en l'espace d'1 an. La première fois, j'ai retrouvé l'annexe sans le moteur, un 15 chevaux, et la deuxième fois, j'ai retrouvé ni l'annexe ni le moteur. C'était au mois de décembre encore. Comme tout vol, comme les gens qui se font voler leur scooter à terre, c'est toujours très frustrant de se faire voler et de devoir racheter quelque chose. Luc n'est pas le seul à vivre les conséquences de cette délinquance. Une dizaine de propriétaires de voiliers ont fait les frais de malfrats très organisés. Ces derniers agissent de nuit et repartent avec les annexes amarrées au ponton de la Marina Teina. D'autres s'en prennent aux voiliers au mouillage, s'approchent discrètement à la nage ou en pirogue et détachent l'annexe. Bien souvent, ils abandonnent la coque pour ne garder que le moteur, de quoi angoisser les propriétaires de voiliers. Au début, on ne se posait pas trop la question, on se disait on peut le laisser sans problème. Et puis là, ça devient un peu plus compliqué, on doit toujours l'accrocher. C'est vrai que c'est un peu stressant. Ça représente un budget, ça représente pas mal de choses. Et c'est assez récurrent, donc on est obligé pratiquement d'amarrer nos annexes avec des cadenas, ce qui est un peu dommage. Mais pour éviter ce genre de problème, on n'a guère le choix. Et en plus, les voleurs, ils sont bien renseignés parce qu'ils ne volent pas des marques pourries. Il y a des marques, je ne vais pas les nommer, mais il y a des marques, on ne les prend pas. On prend du Yamaha, on prend du Tohatsu, on prend du Mercury. Et bingo. Mais là, depuis le début de l'année, c'est 3 bateaux qui ont disparu. Les moteurs dérobés sont ensuite revendus sur le marché en toute discrétion. Pourtant, vendeurs comme acheteurs peuvent se retrouver devant la justice. Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie. Ce qui nous manque un petit peu, c'est peut-être de la considération. On est une communauté active. Vous voyez, toutes ces annexes-là, c'est des gens qui travaillent, qui sont à terre, qui gagnent leur pain et qui payent leurs impôts. Si on veut s'en passer, les voiliers vont trouver d'autres destinations. Ce sera Fidji, ce sera Cook, où on a l'air d'être plus organisé. Une annexe neuve coûterait environ 800 000 francs. Les gérants de la Marina Teina n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Et l'Association des voiliers en Polynésie a écrit un courrier au haut-commissaire de la République. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et un dispositif de surveillance sera mis en place dès ce week-end. Aux assises, l'ancien gendarme qui était jugé cette semaine pour tentative d'assassinat sur son fils en mars 2022 a été condamné aujourd'hui à 8 ans de prison. Limiter l'attractivité du tabac et de ses produits dérivés, c'est l'objectif du ministre de la Santé, Cédric Mercadal, qui présente un projet de loi qui va en ce sens. Des mesures concrètes et une réforme fiscale qui s'attaque notamment au vapotage. Cette mauvaise habitude touche plus de la moitié des enfants du Fénois. 57% des moins de 16 ans ont déjà vapoté. Les détails avec Heal Itahiata et Sandro Lee. C'était avec des collègues à nous. Après, on a commencé à fumer. Après, j'ai commencé à vouloir du copain à papa. Après, il était cherché. En Polynésie, 2 mineurs sur 5 ont déjà essayé le vapotage. Ces 2 collégiennes n'ont que 13 et 11 ans et déjà, elles y sont addictes. Non, c'est pas la mode, c'est un truc que genre, nous, on veut fumer, c'est tout. C'est ce que nous, on veut fumer. C'est la fumée et le goût parce que c'est bon.
Nombreux en effet sont ceux qui sont séduits par ces substituts au tabac, avec des parfums toujours plus attirants. Mais avec des doses de nicotine non contrôlées, ces alternatives représentent un vrai danger pour la santé. À l'origine, la puff, elle a été créée justement pour les fumeurs, pour arrêter de fumer. Donc aujourd'hui, on voit que c'est la tendance inverse chez les jeunes. Ils commencent déjà par la puff et il y en a certains qui vont vers la cigarette. Ici, dans cette station-service, la vente de tabac est strictement interdite aux mineurs. Mais comment faire quand ce sont les adultes qui cautionnent? Soit ils sont accompagnés par les parents ou par une personne majeure, avec la pièce d'identité bien sûr. Et voilà, on donne à la personne majeure que cette personne donne. Sinon, parfois, c'est le mineur qui indique quel puff il veut au majeur. Face à la propagation de ces nouveaux produits et aux dangers qu'ils représentent sur la santé des Polynésiens, le gouvernement veut frapper fort. Il s'attaque à la commercialisation, encore trop libre aujourd'hui. On va interdire la vapote pour les enfants de moins de 18 ans, ce n'était pas le cas. On va interdire la puff parce que trop attractif, trop ludique et trop accessible et très polluant. C'est un vrai problème. Une nouvelle qui ne laisse pas indifférents les commerçants. On espère peut-être alléger, ne pas retirer complètement, mais peut-être restreindre certains goûts, certains taux de nicotine de ces vapos. Voilà, mais pas forcément tout enlever. En Polynésie, le tabac tue plus de 170 personnes chaque année. Dans un pays où un adulte sur deux est un fumeur, cette loi pourrait marquer un tournant décisif. Économie désormais, le sujet de l'accession au crédit et aux aides du pays a été abordé aujourd'hui à l'occasion du séminaire de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer. Une organisation qui fait le tour de tous les territoires ultramarins pour détailler les différents leviers économiques qu'il est possible d'utiliser. Nicolas Suire, Hubert Liao. Identifier les freins au financement du secteur privé et accompagner la croissance et l'investissement local, c'est le but du séminaire FEDOM. Dans un contexte où tous les voyants sont ouverts pour l'économie polynésienne, le ministre du secteur a rappelé la difficulté d'accéder au crédit pour certaines entreprises. Particulièrement les petites entreprises, puisque par définition, c'est elles qui ont le moins de garanties à présenter. Donc il faut se mettre aussi à la place des bailleurs de fonds. Donc on a des structures intermédiaires comme la Sofidep, ce qui est appelé la banque du pays, pour venir en soutien, soit en complément à un crédit bancaire, soit en alternative quand les entreprises n'arrivent pas à avoir un prêt auprès des banques. Mais il faut que les entreprises soient en mesure de présenter des dossiers costauds, ce n'est pas toujours le cas. Un point de vue partagé par les banques. C'est plus facile pour les banques d'accompagner des entreprises structurées, des grandes entreprises, des grands groupes, parce qu'elles sont organisées, elles ont des informations financières et comptables fiables, ce qui est plus difficile pour des petites PME ou des TPE, surtout qu'elles interviennent sur des secteurs qui peuvent éventuellement être plus fragiles, notamment le secteur primaire. Le représentant du MEDEF a profité de l'événement pour déclarer avoir observé 10 mesures anti-entreprises au cours des 16 derniers mois. Il explique avoir besoin du soutien financier du gouvernement, notamment durant cette période où, selon lui, l'économie mondiale pourrait entrer en récession. C'est la question qu'on pose au gouvernement. Devant ce risque, est-ce qu'on peut envisager des baisses de charges d'entreprise? Parce que sinon, on le voit partout ailleurs. Les États-Unis commencent à licencier, des grosses sociétés commencent à licencier. Le ministre de l'économie dit attendre avec impatience le bilan de ces séminaires FEDOM Outre-mer. Il déclare également être prêt à entendre les demandes des entreprises locales. Et pour approfondir sur ce sujet, nous recevons Hervé Mariton, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FEDOM. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites le tour des Outre-mer pour tenir ce genre de séminaire. Alors, si l'on compare la situation de la Polynésie par rapport aux autres territoires ultramarins, qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce que ça va plutôt bien? Oui, il y a clairement une dimension de fierté. L'économie polynésienne se porte bien mieux que d'autres économies des Outre-mer. Cette fierté ne dispense pas de regarder les risques, comme le président du MEDEF l'a dit. Oui, la situation aux États-Unis peut avoir des conséquences sur le tourisme. Chacun se souvient ici de la crise de 2008. On n'en est pas là, heureusement, mais il faut être attentif. Et comme il y a des risques, il faut d'autant de visibilité.
quelle est la stratégie du pays, et surtout, nous qui sommes dans une démarche nationale, la Fédération des entreprises des Outre-mer est basée à Paris, c'est quelle est la visibilité de l'action de l'État au profit des entreprises polynésiennes, les plus grandes et les plus petites. Justement, en parlant de l'accent de l'État, la Polynésie française est un pays autonome, un territoire autonome, mais est-ce qu'elle peut prétendre à davantage de soutien de la part de la France? Bien sûr, il y a des soutiens de la part de la République, par exemple pour soutenir l'innovation dans le cadre de France 2030. Ces soutiens à l'innovation ne sont pas suffisamment sollicités. Les banques ont dit elles-mêmes qu'elles avaient plus de difficultés pour soutenir l'innovation. Eh bien, c'est important qu'il y ait des soutiens publics, en particulier de la part de l'État. La commande publique est évidemment un soutien, et puis un outil extrêmement utile, mobilisé par les grandes entreprises, mais aussi par les petites, l'aide fiscale à l'investissement productif, la défiscalisation. J'étais avec le président de la République ici en 2021 quand il a rappelé que c'était un outil utile. La Fédération des entreprises des Outre-mer a obtenu sa prolongation, qui aujourd'hui vaut jusqu'à fin 2029. On voit bien sur les projets importants, mais aussi sur de plus petits projets, qu'il est utile d'aller au-delà. Il est utile d'aller au-delà, par exemple, si on veut, ça c'est plutôt des projets d'une certaine dimension, défiscaliser des friches hôtelières. C'est des projets compliqués à monter. Mais la défiscalisation, c'est aussi au profit de la pension de famille, au profit de l'agriculteur, au profit du pêcheur. Donc vous voyez, à la fois les grandes entreprises et les petites entreprises peuvent en profiter. Est-ce que l'implantation d'une antenne de la Banque publique d'investissement pourrait aider à justement stimuler davantage les soutiens aux petites et moyennes entreprises? Oui, il y a des outils publics comme la Banque publique d'investissement qui peuvent intervenir avec les banques traditionnelles. Ça peut être en particulier utile pour des petites entreprises. Il se trouve qu'il n'y a pas de correspondant permanent aujourd'hui. Il vient régulièrement, mais pas de manière permanente. Et ça fait partie des demandes des représentants des entreprises localement. Et nous allons bien sûr, auprès de la Banque publique d'investissement, la BPI, soutenir cette demande qui nous paraît parfaitement légitime. Et puis, je parlais d'innovation, c'est important qu'il y ait de l'audace dans le domaine de la transition énergétique. Nous avions organisé, j'étais ici il y a 2 ans pour un séminaire sur la transition énergétique. Ça nous a permis de faire un certain nombre de progrès dans les dispositions nationales utilisables ici en Polynésie, mais il faut aussi se demander comment mieux valoriser les atouts de la Polynésie. On parle souvent, et c'est bien, du SWAC, donc l'air conditionné comme on le fait à l'hôpital, au centre hospitalier, à partir de la différence de température entre la mer et la surface. Eh bien, à partir de la même différence de température, on peut produire de l'électricité. Il faut passer à cela, que ce soit sur tel territoire d'outre-mer ou d'autres. C'est vraiment des talents de Polynésie qui peuvent être exportés partout sur la planète, dans bien des endroits. Un deuxième exemple qui est l'arrivée du câble avec Google. On nous en a beaucoup parlé, mais j'ai le sentiment qu'il y a un travail, et tous les partenaires y sont prêts, mais c'est important à accomplir, à réussir pour valoriser complètement ce saut technologique et faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui d'intéressant au titre de la French Tech profite véritablement à toute l'économie polynésienne. Merci beaucoup Hervé Mariton, président de la FEDOM. Je rappelle donc audace et innovation. C'est ce que l'on retient de votre intervention et c'est ce qu'il nous faudrait ici davantage en Polynésie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Pour une demande de création ou de renouvellement d'une carte d'identité ou d'un passeport, les services de l'État vous conseillent d'anticiper. Chaque année, il y a plusieurs milliers de demandes au FENUA, que ce soit à cause de la date de péremption ou d'une perte. Le mot d'ordre, c'est de ne pas hésiter à refaire une demande, que ce soit directement au Haut-Commissariat ou dans les 16 communes de Tahiti qui ont un dispositif de recueil. Écoutez Corinne Curu, la directrice de la réglementation et des affaires juridiques au Haut-Commissariat. On fait aujourd'hui 25 000 passeports et 25 000 cartes d'identité par an, donc c'est un nombre important par rapport à la population, ce qui peut nous laisser penser effectivement qu'il y a beaucoup de documents qui se perdent. Ceci étant, ça peut arriver. Si vous avez perdu votre document, c'est pas grave, l'important c'est vraiment de le faire refaire pour en avoir toujours un. Le problème est récurrent et toujours pas réglé. Ces 3 derniers mois, la canalisation de rejet des eaux usées de la station d'épuration de Punaauia a cédé à 4 reprises. Conséquence, un lagon pollué et la baignade interdite pendant plusieurs jours dans la zone de Tapuna. Pourtant, cet émissaire de la SEM Vaitama était censé tenir jusqu'en 2050. On fait le point dans le dossier de la rédaction signé Jules Bourga et Juan Potoru. Nous voilà au parc des 3 pontons de Punaauia.
C'est sous nos pieds que passe l'émissaire qui ensuite traverse le lagon, la passe et va se déverser dans l'océan à plus de 60 mètres de profondeur. Il a été réceptionné en 2002 par le pays. Il avait une durée de vie de 50 ans à la base, mais force est de constater qu'il est en très mauvais état. La dernière casse, elle a eu lieu juste là, devant le club de plongée à 5 mètres de profondeur. Donc on va aller voir l'état tout de suite. L'émissaire est totalement érodé. Ici, on peut voir le collier de réparation utilisé pour colmater la fuite en question. Il y a même des sangles pour maintenir des réparations antérieures. Aujourd'hui, l'émissaire est réparé, mais Florent se souvient de la fuite. On voyait en fait comme quelque chose qui ressortait de la profondeur et c'était couleur marron, c'était beaucoup d'odeur aussi, on sentait que l'eau c'était pas propre quoi, on voyait pas le fond. Il y a un ras-le-bol quand même, que ce soit pour nous en tant que professionnels ou pour les plaisanciers, les nageurs, le plan d'eau il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, surtout ici à Punaouia. D'ailleurs, Hugo en a payé les conséquences. J'ai fini avec traitement antibiotique, plaques sur le corps, enfin ça s'est développé, type staphylocoque. Et ça, c'était le médecin, il l'a dit, hein, c'était dû principalement à l'eau qui était pas propre, quoi. L'émissaire en acier, long de 1,4 km, rejette toutes les eaux usées de Punaouia au large de la passe de Tahapuna, à 60 mètres de profondeur. Il a subi une fuite pour la première fois en 2016, après seulement 14 ans de fonctionnement. Les matériaux ne sont pas adaptés au lagon Tahiti et avec la pluie qui infiltre le réseau, la pression est parfois trop importante dans l'émissaire. En 2021, une étude de la Chambre territoriale des comptes relève d'importants défauts. Les équipements de la SEM se caractérisent par leur vétusté. La problématique de la corrosion a donc été insuffisamment prise en compte dans la conception, la réalisation et le fonctionnement de l'ouvrage. En 2023, une autre canalisation de rejet des eaux usées de Punaouia casse. Cette fois, c'est à la Punar'u, mais les conséquences sont les mêmes. On devrait faire en sorte que cette eau qui est polluée n'arrive jamais dans le lagon ou en très petite quantité. Ce qui se passe souvent à Tahiti, c'est qu'on ne voit peut-être pas suffisamment loin. C'est pas facile, je le sais, hein. C'est pas facile, ça demande d'énormes moyens, mais ça nécessite surtout de se projeter sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, parce que ces stations d'épuration-là, quand on investit dedans, ces investissements pas sur 5 ans, c'est des investissements beaucoup à long terme. En 2025, l'émissaire de Tahapuna a déjà cassé à 4 reprises, à différents endroits. Une situation difficile à gérer pour la commune. Aujourd'hui, on paye un peu le prix. Hein. Au bout d'un certain temps, de toute façon, il faut prévoir le remplacement. On est dans cette période un peu plus tôt que prévu, hein, il faut bien le reconnaître, hein, concernant l'émissaire, mais le nécessaire est en train d'être fait. Mais ce n'est pas la commune qui est la principale responsable. La SEM Veitama est détenue en grande majorité par le pays. Récemment, elle s'est vue attribuer une enveloppe de près de 2 milliards de francs pour réaliser des travaux sur la station de Matatia et surtout installer un nouvel émissaire avec des matériaux modernes. Les travaux que nous faisons sur la station d'épuration vont permettre d'augmenter la capacité d'évacuation de ces eaux usées, enfin de ces eaux traitées. Nous avons actuellement une capacité de 600 m3/h en pointe. Là, on va monter à 1580 m3/h. Le nouvel émissaire devrait être installé d'ici la fin de l'année. Sa durée de vie, 50 ans. On parle cannabis thérapeutique ce soir dans Première Ligne. Depuis l'année dernière, le pays permet l'importation de médicaments à base de cannabis avec moins de 0,3% de THC. En France, c'est ce seuil qui définit l'usage thérapeutique. Au Fénois, la phase test de la culture agricole locale vient d'être lancée. Tout cela, on va en parler avec vous, Lucille Guichet, et vos invités. Bonsoir. Quel est le programme de l'émission ? Si la France peut paraître en retard par rapport à cette réglementation, par rapport à la soixantaine d'autres pays qui ont déjà beaucoup avancé sur leur législation, la Polynésie ne veut pas louper le coche. Il est désormais possible d'importer des médicaments à base de CBD, cette molécule du cannabis reconnue pour ses vertus antidouleurs. Et dès le mois prochain, 10 agriculteurs recevront leur première graine parce que le pays veut désormais lancer sa production locale, un petit peu comme le Canada. Mais on le verra, le cahier des charges est un petit peu strict. Il est évident qu'on ne cultive pas du cannabis, même thérapeutique, comme on cultiverait de la tomate, bien évidemment. Et puis se pose aussi la question du cannabis récréatif et bien-être qui sont encore totalement illégaux. Avec nos 4 invités en plateau, un médecin addictologue, un scientifique, une déléguée du procureur et un horticulteur, on verra si l'intérêt économique et l'intérêt médical en valent vraiment la peine.
À retrouver dans quelques minutes, l'information principale de ce mercredi 30 avril. Depuis le mois de décembre, une dizaine d'annexes de voiliers ont été volées. Ce sont les moteurs qui intéressent les malfrats. Les plaisanciers sont inquiets et ont écrit au commissaire pour signaler ce problème. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Première ligne, c'est dans un instant. Passez une excellente soirée sur nos antennes. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.